Et tu peux retrouver RPG Storymaker, RPG Battlemaker ou encore mon livre sur ma boutique en ligne, le lien dans la description. Bonne vidéo à toi. Alors la plupart du temps, qui dit jeu de rôle dit combat, et qui dit combat, dit forcément, à un moment donné, boss. En clair, un adversaire notable qui sera beaucoup plus fort que la moyenne et qui nécessitera de la coopération de tout le groupe pour être vaincu. Si on devait donner une définition rapide pour le mot boss, mais bon, on va dire boss pour le reste de la vidéo, sinon ça risque d'être un petit peu long quand même. Alors dans cette vidéo, on va plus traiter des gros boss, je le dis de suite. Genre ceux qui sont beaucoup plus grands, plus costauds, plus massifs que la plupart des personnages, du style des dragons, des trolls, des colosses, etc. Et j'en passe des vertes et des pas mûres. Cela ne veut bien sûr pas dire que les conseils prodigués dans cette vidéo ne s'appliqueront pas à des combats de boss à plus petite échelle, bien entendu, mais au moins vous savez sur quoi on va plus se concentrer. Et une fois n'est pas coutume, je vais m'appuyer sur un jeu vidéo que j'adore pour donner des exemples un petit peu plus parlants. N'y voyez pas là bien sûr une volonté de jeu vidéoiser le jeu de rôle, mais plutôt l'idée de s'inspirer de ceux qui ont fait du game design leur propre métier. Et nous, petits maîtres du jeu qui sommes un peu des game designers amateurs, croyez-moi, je pense qu'ils peuvent nous apprendre pas mal de choses, on va pas se le cacher. Et le jeu en question, ou plutôt devrais-je dire la série de jeux à dire vrai, c'est la franchise Monster Hunter. Pour la faire courte, Monster Hunter c'est un jeu de chasse aux monstres géants de type un petit peu dinosaure, en groupe où on va pouvoir fabriquer des armes et des armures avec leur reste une fois chassés, dans le but d'aller s'attaquer à des proies de plus en plus dangereuses. Le tout dans une ambiance médiévalo-jurassique si on pourrait dire, assez pulp d'une manière globale, et inutile de dire que le bestiaire est incroyablement fourni avec des dragons de divers éléments, des léviathans, des chauves-souris géants, des crabes énormes, des requins des sables et j'en passe tellement il y en a. Tous bien sûr avec des attaques uniques et des mouvements qui leur sont propres. Bon, je vais arrêter là pour la présentation du jeu car on n'est pas sur une chaîne d'actu gaming non plus. Mais vous allez voir de quoi on peut s'inspirer de cette fameuse franchise pour agrémenter nos combats de gros boss. Sans plus attendre donc, c'est parti pour voir comment rendre les combats de vos gros boss aussi palpitants que dangereux pour vos PJ, histoire que le challenge soit autant rendez-vous que le fun de tous autour de la table et de chasser l'ennui d'un grand revers de main une bonne fois pour toutes. Et on commence par un souci que l'on doit principalement au côté tour par tour imposé par le jeu de rôle. Le fait que ça ne bouge pas assez. Parce que oui, dans un jeu vidéo, forcément ça bouge beaucoup plus vite vu que c'est en temps réel. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut sombrer dans une sorte de fatalisme rôlistique qui voudrait que tous les combats se résument à une grosse séance de tu me touches, je te touche, tu me touches, je te touche jusqu'à ce que mort s'en suive. Car oui, il y a malgré tout moyen de ramener du mouvement dans la partie, rassurez-vous. Premièrement, il faut garder à l'esprit que le boss ne doit pas rester statique comme un piquet. J'entends par là qu'il doit bouger sur la battle map et pas rester planté là, se faire copieusement taper dessus par les PJ en cercle autour de lui. Et c'est assez logique comme comportement en somme quand on y réfléchit 2 secondes. Si je devais donner une métaphore pour illustrer ce propos, admettons que vous qui regardez cette vidéo, vous vous fassiez attaquer par, un troupeau de chihuahuas, tiens, voilà par exemple. Dans pareil cas, il y a peu de chances que vous restiez là tout simplement vous faire croquer les mollets gratuitement. Vous bougerez dans tous les sens tout en balançant des coups de pied par-ci par-là dans l'espoir de caler un penalty dans un de vos assaillants plus petit que vous. Bon, bien évidemment, ne mettez pas des penalties dans des chihuahuas, s'il vous plaît. C'est juste une image. Qu'après je vais me prendre la péta sur la gueule. Dans Monster Hunter, les monstres bougent quasiment en permanence. Certains vont s'accrocher au mur, d'autres vont ruer dans une direction avant d'attaquer avec une large attaque, d'autres vont donner des balayages avec leur queue, ou encore partir en vol plané, cracher du feu, bref, j'en passe encore une fois. Ce que je veux dire par là, c'est que certes dans un combat traditionnel avec des adversaires plus petits, ces derniers peuvent se retrouver bloqués par la présence de BJ sur la battle map. Mais là, quand clairement la différence de taille est aussi imposante, clairement le boss peut tout simplement leur marcher dessus pour se déplacer comme bon lui semble sur le champ de bataille. Ce qui amène de ce fait une autre source de danger en plus de ses attaques. Parce que oui, un dragon qui te marche sur la gueule, c'est tout aussi dangereux qu'un dragon qui te crache du feu sur la tronche. Et ça dans Monster Hunter c'est très présent comme mécanique, à tel point que c'est clairement le monstre qui guide la dynamique du combat et que c'est au joueur d'essayer de garder le rythme sans mourir, tout en tentant parfois de reprendre brièvement l'avantage en l'assommant ou en l'aveuglant. Une mécanique qui permet de forcer les joueurs à se replacer constamment, à chercher de meilleurs angles, à trouver ainsi de nouvelles stratégies, afin de ne pas se retrouver dans une mauvaise position à un instant T, qui peut d'ailleurs très rapidement être le dernier. Et ce n'est d'ailleurs pas la seule manière de faire que ça bouge au sein du combat. Vous pouvez également laisser ou encourager vos joueurs à s'accrocher sur le monstre pour tenter de l'attaquer carrément à bout portant, ou de l'escalader si vraiment il est très très gros. Ça aussi d'ailleurs c'est un concept qui a été amené récemment dans Monster Hunter, le fait de pouvoir user d'un grappin pour s'agripper à la créature et lui porter une attaque directe qui
qui affaiblira la zone donnée pendant un laps de temps, permettant ainsi aux autres chasseurs d'infliger plus de dégâts s'ils attaquent cette même zone. Ce qui renforce au passage grandement le sentiment de coopération avec des classes plus aériennes, plus à même de réaliser cette tâche pour laisser ensuite le soin à des classes plus vissées au sol de prendre le relais. Et si jamais, par un mauvais coup du sort, le PJ accroché se voit désarçonné suite à un mouvement trop brusque du monstre, arrangez-vous un petit peu pour qu'il se retrouve progé dans un coin de la battle map, un endroit un petit peu dangereux à l'écart du groupe. Ce qu'il passera de ce fait dans une position inconfortable et qui nécessitera l'intervention de ses alliés pour le sauver. Et ça, c'est justement le prochain point que l'on va aborder. Alors ce conseil va se concentrer sur ce que j'appelle le syndrome du PJ poteau. Poteau dans le sens les trucs qu'on plante au bord de la route. Où les personnages vont garder la même position sur le plateau de jeu tout du long du combat et ne vont à aucun moment être amenés à devoir bouger. Et ce genre de souci se fait particulièrement ressentir chez les classes à distance qui vont la plupart du temps se retrouver en périphérie du combat et ne se fait ne jamais forcément être vraiment inquiété par le boss qui concentrera bien évidemment ses attaques principalement sur les individus à son corps à corps. Et du coup, s'il n'y a pas de raison de bouger, alors ça ne sert à rien de bouger. Simple. Basique. Bon, ça, je vous cache pas, c'est un point que j'aborde un tout petit peu plus en profondeur dans mon livre sur les combats épiques. Et oui, forcément, il y a un petit placement de produit. Vous ne m'en tiendrez pas à rigueur quand même. Hein? Bisous. Bon, évidemment, dans ce livre, je traite de plusieurs autres sujets en rapport avec les combats en jeu de rôle d'une manière globale, le tout avec un ton similaire à celui présent dans les vidéos, dont vous ne serez pas dépaysés. Rassurez-vous, le lien vers la boutique est dans la description. Je vous laisse aller voir ça. Poursuivons. Voilà, c'est tout pour le placement de produit. Pour en revenir à Monster Hunter, il y a aussi des classes à distance qui sont certes un peu moins intenses en termes de gameplay que celles au corps à corps, mais demandent quand même pas mal de placement. Ne serait-ce que par exemple pour attaquer les fameuses zones affaiblies dont je parlais tantôt. Et oui, parce que quand un monstre fait la taille d'une maison, tu penses bien que tu ne vas pas pouvoir voir toutes les façades d'un seul coup. Va falloir pivoter pour essayer de voir telle ou telle façade. Et qui plus est, Monster Hunter amène aussi une mécanique simple et efficace pour préserver un certain niveau de danger pour tous les chasseurs. Et cette mécanique, c'est le fait que la grande partie des attaques du monstre soient des AOE, des Area of Effect ou des zones d'effet en français. Que cela soit des balayages en demi-cercle, des crachats de flammes en cône, des jets de pierre se fracassant sur une zone d'impact circulaire, des flaques de venin dispersées à éviter, des émanations de gaz à 360 degrés obligeant les chasseurs à s'éloigner, des coups aplatissants ou des ruades en ligne droite, j'en passe encore une fois des vertes et des pas mûres, tellement il y en a au compteur. Parce que oui, la différence de taille est telle qu'un coup porté sur un ennemi, en particulier visé, ne peut qu'impacter toutes les personnes prises dans la trajectoire de ce même coup. Pour répliquer la même chose dans vos parties, je vous invite à vous munir de templates qui soient découpés par vos soins ou prédéfinis. Cela vous permettra de couvrir la zone de jeu de différentes formes géométriques afin de prendre à partie plusieurs PJ à la volée, plutôt que d'en viser un à chaque fois. Et comme ça, ça mettra en danger aussi les plus éloignés. Et si vous êtes à l'aise avec ce concept, vous pouvez même jouer avec les différentes zones intérieures incluses dans ces mêmes templates pour déterminer par exemple un certain pourcentage de dégâts en fonction de si on est plus ou moins proche du centre du template par exemple. Ou bien encore dans le cas d'un coup de queue en demi-cercle, définir à quelle distance on se prend la pointe acérée de la queue qui causera des dommages un peu plus importants et pourquoi pas du saignement. Ou bien on se prend tout simplement la queue en elle-même qui infligera seulement des dégâts contendants. À vous de voir et de laisser libre cours à votre créativité sur le sujet. Et qui plus est, vous verrez que de sortir des templates variés à chaque confrontation apportera une dimension beaucoup plus ludique au combat. Parce qu'en faisant ainsi, les joueurs ils auront une accroche visuelle un petit peu plus parlante pour appréhender la dangerosité du boss auquel ils font face. Et voir comment, comme ça, se placer, se replacer en fonction des divers templates que vous aurez posés. D'une manière globale, essayez de vous arranger pour mettre en danger un peu tout le monde, et notamment les mages et les soigneurs, qui sont généralement ce que l'on appelle la backlane, qui sont certes fragiles, mais en faisant ainsi, comme je le disais, ça forcera les membres de l'équipe, qui sont peut-être un petit peu plus tanky, à intervenir pour éviter que ceux de derrière se fassent littéralement massacrer. Et justement, le danger peut certes venir du boss en lui-même, mais pas que, vous allez voir. Car oui, qui dit combat de boss se dit aussi arène dans laquelle l'on combat ce dernier. Alors le terme arène est à prendre d'un point de vue généraliste, on désigne généralement par là la zone dans laquelle va se dérouler le combat, c'est tout simple. Et cette arène, elle a forcément tout plein d'éléments du décor qui la composent, et de surcroît, du décor qui peut être potentiellement destructible. Ce qui amènera donc son lot d'imprévus en tout genre. Alors soit le décor peut être bougé en conséquence indésirée des actions du boss, genre une ruée de ce dernier qui est fini dans un mur et qui fait s'effondrer celui-ci, ou bien carrément exécuté
sciemment par le boss dans le but de renverser la situation à son avantage. Du style un troll qui va arracher une colonne pour s'en servir de massue de fortune. Alors je ne vous nie pas non plus de détruire l'intégralité de votre décor au moindre coup porté et de jouer pléthore de conséquences dans tous les sens en prenant en compte la force du vent, la gravité, la force de Coriolis, la température ambiante, l'hydrométrie, tout ça et tout plein de paramètres qui vont juste faire entrer votre esprit de MJ en surchauffe. Non, rassurez-vous, on peut faire simple et complètement efficace. Pas besoin de partir dans les aigus comme ça pour amener un tant soit peu d'interactivité dynamique avec le décor de l'arène. Dans Monster Hunter, justement, c'est clairement ce parti pris qui est avancé. Car même si la bête a tendance à se déplacer et à changer d'arène au cours de la chasse, les éléments du décor sont en grande majeure partie non destructibles et seulement là pour l'esthétisme. À l'exception toutefois de quelques éléments éparpillés de ci de là. Ils peuvent d'ailleurs être assez facilement reconnaissables par un joueur un petit peu attentif. Ces éléments sont la plupart du temps des choses que l'on peut faire s'effondrer sur le monstre pour l'assommer ou bien carrément le jeter au sol temporairement. Du style un mur fragilisé, des caillasses en équilibre, des lianes entrelacées qui peuvent servir de filet temporaire, etc. etc. Bref, tout plein de petits trucs qui font largement le taf et qui apporteront un sentiment de satisfaction aux joueurs qui sauront tirer le mieux parti de ces derniers. Également, je tiens à préciser que vous n'êtes pas obligé de tout décrire en amont en tant que MJ. Vous pouvez largement rebondir sur une proposition d'un joueur qui demanderait à savoir si tel ou tel élément se trouve dans le décor ambiant. Ma foi, si c'est logique et cohérent, vous pouvez dire que oui, rajoutez ce fameux élément dans votre description. Et ce, même en plein milieu du combat. Et de ce fait, laissez libre cours à l'inventivité de vos joueurs pour donner des combats épiques qu'ils résoudront d'une manière qui leur sera propre et unique. Et si vos joueurs ne sont pas trop prompts à interagir avec le décor, ne vous privez pas pour autant avec votre boss en tant que maître du jeu. Cela rajoutera de 1 des sources de danger diverses et variées auxquelles les PJ devront s'adapter, en plus de gérer un boss déjà bien énervé, on va pas se le cacher. Mais en plus de ça, ça leur donnera peut-être des idées pour choper des opportunités et leur envoyer le message pour leur dire que oui, on peut se servir du décor dans le combat. À vous ensuite de doser pour éviter que la partie ne devienne un chaos descriptif incompréhensible pour vos joueurs. Vous allez décrire les cailloux qui tombent, les machins, tout ça et tout. Bon, restez sobre quand même. L'idée, c'est de rester assez clair et synthétique dans vos propos et ne pas partir dans n'importe quoi. En gros, voyez l'interaction avec le décor comme des épices dans un bon plat. Une pincée par-ci par-là suffira à relever le tout, tandis qu'une poignée un peu trop lourde risquera malheureusement de tout gâcher. Bon, bien évidemment, des conseils sur comment donner un peu plus de peps à vos combats de boss, il y en a plein d'autres. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur comment dynamiser vos combats, qui complète assez bien celle-ci, qui va s'afficher là ou là. Je sais plus, à chaque fois je me trompe. Et au passage, je le redis, je parle un peu plus de ça en profondeur dans mon livre disponible sur ma boutique. Tout est imprimé en France, j'avais oublié de le préciser. Imprimé en France donc avec amour, voilà, ça au moins c'est dit. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas qu'un combat de boss mémorable, c'est avant tout un combat où les joueurs se sentent récompensés pour leurs idées et pour leur choix de stratégie. Il ne reste plus qu'à entamer une sorte de dialogue créatif avec eux pour vous amuser entre amis et créer une histoire à nul autre pareil. Quoi qu'il en soit, ça sera tout pour ma part, je vous fais de gros bisous et vous souhaite de bien vous amuser dans ce loisir fantastique qui est le nôtre. Et comme d'habitude, je vous dis la fameuse rengaine, vous la connaissez si bien, c'était le Scénarurgien. À ciao, bonsoir, les studios.